Bonjour tout le monde, mes chers aînés, mes chers confrères. Déjà, je suis très heureuse de pouvoir participer en cette journée et je remercie la PAL de m'avoir offert cette opportunité de présenter durant cette journée de l'Ouest. Donc, m'a été proposé de parler d'une pathologie qui fait notre quotidien en tant que pneumologue et d'aborder le côté qui est la BPCO et d'aborder le côté non pharmacologique dans la prise en charge de la BPCO. Donc, en ce qui concerne le côté pharmacologique, a été bien codifié par le GOLD, mais je pense que, à mon avis, beaucoup d'entre nous se trouvent dans cette impasse, sont trouvés souvent dans cette impasse où on n'a pas de réponse au traitement, où le malade, on voit que le malade devient de plus en plus sévère, qui évolue, où la pathologie évolue, et c'est dans ces situations-là où on doit appliquer les moyens non pharmacologiques dans la prise en charge de la BPCO. Vous savez tous que la BPCO demeure un lourd fardeau à l'échelle internationale, car est considérée par l'OMS comme la 3e cause de décès dans le monde. Elle a entraîné plus de 3 millions de décès en 2019. Plus de 90% des décès dus à la BPCO sont dus à la BPCO chez les moins de 70 ans qui survenant dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. La BPCO est la 7e cause de mauvaise santé dans le monde, mesurée en années de vue ajustée sur l'incapacité. Le tabagisme encore, il représente plus de 70% des cas de BPCO dans les pays à revenus élevés. Et dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires sont incriminés d'autres facteurs de risque qui sont la pollution de l'air intérieur, qui est un facteur qui constitue maintenant un facteur de risque majeur. Alors, par définition, la BPCO est une maladie pulmonaire hétérogène caractérisée par la présence de symptômes respiratoires chroniques qui sont dyspnée, toux, expectoration, qui sont secondaires à des anomalies bronchiques et ou alvéolaires, responsables d'obstructions bronchiques persistantes et progressives. Concernant les facteurs de risque, comme pour toutes les pathologies chroniques maintenant, on parle de cette notion interaction gène-environnement. Donc, qui va aboutir à des anomalies pulmonaires et aussi ces facteurs vont intervenir dans ces processus de rapport développement et vieillissement du poumon. Donc, les facteurs de risque environnementaux sont le tabac principalement et inhalation de particules et gaz toxiques, et aussi sont incriminés les facteurs génétiques qui sont représentés par les mutations génétiques qui intéressent les gènes qui vont intéresser les gènes codants pour l'alpha-antitrypsine et le gène le plus incriminé c'est le SERPINA1. Donc, concernant les physiopathologies de la BPCO, les points de départ physiopathologiques après inhalation de cette fumée de cigarette, c'est l'installation d'une inflammation systémique en association avec un stress oxydant et aussi un déséquilibre de l'équilibre protéase-antiprotéase. De ces trois grands axes physiopathologiques, on aura les conséquences qui sont l'épaississement bronchique et l'épaississement du tonus musculaire lisse. Et de là, il va y avoir les symptômes en rapport avec les pertes de structure élastique et l'installation d'hypersécrétion des muqueuses. Donc, concernant la prise en charge de la BPCO, nous commençons tous par, bien sûr, établir un diagnostic, évaluer la sévérité et faire le bilan du malade, étant donné que la BPCO est une maladie à point de départ respiratoire, mais aussi associée à des effets systémiques divers. Donc, de là, on va bien sûr instaurer un traitement médical selon les recommandations GOLD. Et un autre volet qu'on ne doit pas négliger, c'est la réhabilitation respiratoire qui rentre dans un cadre d'un programme bien établi. Donc, et le programme contient diverses étapes. Donc, déjà, il y a l'optimisation du traitement médical, il y a le sevrage tabagique qui occupe une place très importante
dans la réhabilitation respiratoire. Il y a le réentraînement à l'effort, gymnastique musculaire, l'ergothérapie, il y a la kinésithérapie respiratoire, la prise en charge nutritionnelle, il y a l'éducation thérapeutique et il y a aussi un soutien psychologique et social. Et vous constatez que sûrement il doit y avoir implication d'intervenants de différentes disciplines, mais le pneumologue reste le coordinateur. Donc celui qui indique telle ou telle prise en charge et qui va, selon la sévérité du patient et selon l'évolution de la maladie. Par définition, la réhabilitation respiratoire, c'est une intervention globale et individuelle qui repose sur une évaluation approfondie du patient et des thérapeutiques adaptées. Donc, il va y avoir entraînement à l'effort, éducation et self-management, tout ça conçu pour améliorer les conditions physiques et psychologiques du patient. Donc, c'est un programme pluridisciplinaire dans la prise en charge des patients. Le but de ce programme est l'optimisation des capacités physiques et surtout dans le but, surtout pour avoir l'autonomie, pour obtenir cette autonomie chez le patient. Donc les indications de mise en place de ce programme et tout BPCO avec dyspnée ou intolérance à l'exercice, chez qui on constate une diminution de leurs activités quotidiennes avec altération de leur état de santé. Donc, le symptôme cardinal dans la BPCO est l'installation d'une dyspnée d'effort, bien que cette dyspnée pourrait être multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle pourrait être d'origine respiratoire, comme elle peut être la conséquence d'effets systémiques de la maladie, qui sont par exemple les pathologies cardiovasculaires, atteintes musculaires, et elle pourrait même être dans certains cas d'origine psychologique. Et donc le patient serait inquiet donc, devant l'installation de cette dyspnée, donc il peut développer même de l'anxiété, de la dépression, et pour y faire face, il doit diminuer, il va se voir diminuer, il va essayer de tenter de diminuer son activité physique, il va se retrouver dans ce cercle vicieux de déconditionnement à l'effort. Et ce qui va encore provoquer l'aggravation de la pathologie. En intervenant par un programme de réhabilitation respiratoire bien fait, donc on peut sortir le malade de ce cercle en réduisant cette dyspnée, donc de cette façon le malade va gagner de la confiance, il va donc et de là il peut sortir de cette spirale. Aussi, dans la BPCO, non seulement il y a l'obstruction bronchique qui va aboutir vers la dyspnée, il y a aussi ce phénomène d'exacerbation qui va encore aggraver cette obstruction bronchique. D'autre part, dans les cas sévères, il y a de l'hypoxémie, et cette hypoxémie aussi, elle va être responsable de la dyspnée, et ces différents déterminants, de manière inévitable, vont aboutir à l'hyperinflation pulmonaire, et de là, on va avoir la dyspnée avec son activité limitée, et de là, on aura une dégradation de son état de santé, et aussi, ce qui est le plus important, c'est une dégradation de la qualité de vie du patient, et c'est à ce niveau-là qu'on doit intervenir, toujours par un programme de réhabilitation respiratoire. Donc, les patients candidats, c'est les patients qui sont très symptomatiques, qui présentent une incapacité, qui présentent un handicap, qui ont de la limitation fonctionnelle. Donc, elle est indiquée pour tout patient BPCO avec une incapacité respiratoire ou handicap respiratoire qu'on peut évaluer. Particulièrement donc indiquée chez les malades qui présentent malgré une prise en charge optimale. Et cette prise en charge optimale consiste essentiellement à appliquer le sevrage tabagique, vacciner nos patients correctement, et traiter correctement nos malades par les moyens médicamenteux. Et donc les candidats sont les patients qui présentent une dyspnée ou une intolérance à l'exercice, une réduction de leur activité sociale en rapport avec une altération de leur état de santé. Donc il y a absence de critères fonctionnels
spécifiques qui déterminent le besoin. Donc le critère fonctionnel auquel on pense tous, c'est la sévérité, le degré de sévérité du VMS. Donc toutes les études, on revient après, pardon. Donc toutes les études, pardon, voilà. Donc toutes les études, il y a une grande méta-analyse qui a été faite, qui a étudié justement cette association de réhabilitation respiratoire avec la BPCO. Et tous les malades qui étaient inclus avaient un VMS compris entre 26 et 64%. Donc n'ont pas été inclus les malades qui avaient un VMS supérieur ou égal à 70%. Donc, déjà, de manière raisonnable, on ne va pas inclure les patients avec un VMS correct, supérieur à 80 par exemple, mais par contre, on doit utiliser d'autres moyens, toujours insister déjà sur le sevrage tabagique, toujours insister sur l'activité physique qu'il doit garder. Et donc, on a étudié aussi dans cette méta-analyse, est-ce qu'il existait d'autres facteurs d'autres déterminants qui pourraient nous aider à indiquer la réhabilitation respiratoire chez nos malades. Donc les facteurs pronostiques, les facteurs qui ont été étudiés, ce sont les facteurs pronostiques utilisés dans le score BOD. D'accord? Alors le score BOD que vous connaissez tous, c'est un score qui comprend, c'est un score pronostique qui étudie la mortalité à 5 ans, donc qui comprend le degré de VMS, le test de marche de 6 minutes, l'échelle de MMRC de dyspnée et aussi l'IMC. Donc, à chaque facteur, on va attribuer des points et au total, on aura un score. On aura différents quartiles, ça va de 1 à 4. Donc, on aura le quartile 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, le quartile, c'est-à-dire le quartile le moins sévère, c'est le quartile qui a un pronostic, c'est-à-dire le meilleur pronostic. Donc, comme la réhabilitation respiratoire est indiquée en situation stable, elle est aussi indiquée en situation aiguë, d'accord? Au décours d'une hospitalisation, on ne devrait pas négliger cette étape importante de la prise en charge qui va aider à identifier et prendre en charge les facteurs de risque de l'exacerbation des gens, qui peut améliorer la dyspnée, la qualité de vie et capacité à l'exercice. Et aussi qui pourra aider à diminuer la fréquence des réadmissions et réduire ainsi la mortalité. Et aussi, la réhabilitation aussi nous sert durant même l'hospitalisation du patient, c'est-à-dire durant son hospitalisation, qui permet donc on doit inciter le patient à avoir une mobilisation précoce, qui permet de réduire la durée de séjour et aussi, par conséquence, réduire la mortalité. Donc cette étude, l'étude BOD Index, donc cette méta-analyse qui a étudié cette association entre la réhabilitation respiratoire et la BPCO, c'est une étude pronostique où la réhabilitation respiratoire a été axée surtout sur l'éducation, réentraînement à l'exercice et avec une assistance psychosociale. C'est des malades qui étaient évalués tous les 3 mois et suivis durant 2 ans. Donc, on avait constaté que, en fonction du score BOD, donc plus de 70% des patients ont pu réduire leur score. C'est-à-dire qu'ils ont pu améliorer leur pronostic. Et on a étudié aussi la mortalité chez ces patients au bout des 2 ans. Donc, on avait constaté que le décès, la mortalité était beaucoup plus importante chez les malades qui n'ont pas eu cette réhabilitation respiratoire. Et la mortalité était surtout rattachée aux pathologies respiratoires. Et aussi, il n'y avait pas de différence significative chez les malades qui ont eu cette réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de différence entre les malades qui ont répondu et qui n'ont pas répondu à cette réhabilitation. Alors cette mortalité aussi, la mortalité qui a été étudiée sur la courbe de Kaplan-Meier, donc on a vu qu'il y avait une différence significative dans la mortalité concernant la survie chez les patients ayant eu une réhabilitation
et les patients qui ne l'ont pas eu. Et de là, les experts ont indiqué l'utilisation d'un score BOD supérieur à 4 pour instaurer un programme de réhabilitation respiratoire. Donc, l'indication de la réhabilitation respiratoire se retrouve dans toutes les recommandations des sociétés savantes et le GOLD le recommande indépendamment de l'importance de l'altération de la fonction respiratoire chez les patients symptomatiques ou à haut risque d'exacerbation, soit les patients B, C et D. Par contre, ATS et ERS, donc, ils vont l'indiquer chez tous les patients qui souffrent avec des conséquences systémiques et qui peut être même envisagé chez les patients ayant eu une exacerbation récente avec hospitalisation dans un délai de moins de 4 semaines. Comme on a parlé des indications, il y a aussi les contre-indications de la réhabilitation respiratoire. Donc, on parle de contre-indications absolues et de contre-indications relatives. Donc, bien sûr, ces contre-indications vont être répertoriées après une évaluation correcte du patient. Notamment, ces contre-indications sont par rapport à la présence ou non de pathologies cardiovasculaires. Donc, les contre-indications absolues, c'est l'angor instable, c'est l'infarctus récent, des rétrécissements valvulaires, une insuffisance cardiaque instable, des maladies thromboemboliques, les anévrismes et la présence de troubles du rythme. Les contre-indications relatives, c'est l'HTA primitive, une HTA non contrôlée, les cardiopathies obstructives et les BAV. Et je pense que très peu de malades n'ont pas ces pathologies. Donc, où est-ce qu'on va pratiquer cette réhabilitation respiratoire? Donc, il existe ils l'ont recommandé dans différentes structures, que ce soit dans un service hospitalier, à l'hôpital du jour, ou bien à domicile. Bien sûr, après avoir réalisé un bilan exhaustif avec une évaluation clinique initiale, faire un examen clinique avec évaluation du déficit, c'est-à-dire on doit faire des EFR, on doit faire le test de marche de 6 minutes, des épreuves d'effort, un ECG avec évaluation cardiaque. Et aussi, il faut faire une évaluation globale de l'incapacité pour quantifier l'intolérance à l'effort et bien sûr poser les contre-indications au réentraînement et bien sûr fixer l'intensité pour le réentraînement à l'effort. Donc le programme contient c'est optimiser le traitement médical, réaliser le sevrage, essayer de renforcer le sevrage tabagique. Donc, donc le professeur Huichet avec le professeur Snava ont bien parlé des moyens de sevrage tabagique, mais en consultation déjà, on peut essayer de le faire en s'appuyant sur les 5A. Déjà, demander toujours cette question qui doit revenir à chaque consultation, demander est-ce qu'il y a eu sevrage ou pas, conseiller le malade, essayer d'assister le malade et aussi établir un plan d'action. D'accord? Alors, la troisième étape du programme de la réhabilitation respiratoire, qui est réentraînement à l'effort, qui va améliorer la capacité physique, va réduire la dyspnée pour la charge de travail et améliorer le VO2 max. Donc, dysfonctionnement musculaire squelettique qu'on connaît tous dans la BPCO, c'est dû à l'atrophie des muscles, c'est dû à une diminution de la force musculaire, à une baisse de la capacité oxydative, et c'est dû aussi à une réduction de la filière aérobie au sein des muscles périphériques. Donc, les méthodes de réentraînement, donc c'est des moyens surtout qui sont utilisés au milieu hospitalier, en présence par exemple, de kinésithérapeutes, de personnel formé. Mais c'est des choses qu'on devrait connaître et pourquoi pas ne pas déjà donner des conseils par rapport à ça. Donc, il faut insister sur le réentraînement des membres inférieurs, qui est le quadriceps, qui est souvent, il y a une atteinte de la force, de l'endurance, fatigabilité excessive, par atteinte quantitative et qualitative du muscle, et aussi de la microcirculation musculaire. Donc, il existe différents outils, la marche, monter des escaliers, et autres outils un peu plus imposants, qui sont l'utilisation de bicyclettes, tapis roulants, cyclomoteurs. Déjà, au niveau des consultations de BPCO, insister sur la marche et la montée des escaliers. Et je pense que pas mal de nous
en consultation avaient constaté que les malades qui habitaient dans des immeubles sans ascenseur, où ils étaient obligés de monter des escaliers, de monter des étages, c'est des malades qui évoluent en présence de, c'est-à-dire même chez les malades sévères, c'est des malades qui se sentaient mieux. Résultat des entraînements, le but c'est d'améliorer le test de marche et de l'endurance et de la dyspnée. On peut appliquer cet entraînement musculaire même sous OLD ou bien sous VNI, et aussi après une exacerbation au séjour en unité de soins intensifs. Donc la durée, elle va normalement c'est entre 30 et 45 minutes, mais on peut aller jusqu'à 90 minutes. La fréquence, elle doit être 3 à 5 fois par semaine et aller jusqu'à 16 semaines. Donc plus on prolonge la durée de cette réhabilitation, plus ça sera mieux pour le malade. Donc, il y a aussi l'entraînement des muscles supérieurs. Donc, c'est des mouvements des bras supérieurs. Donc, plusieurs outils qui sont utilisés c'est-à-dire utilisés chez les sportives. Donc, aussi, on devrait associer ces méthodes de réentraînement des muscles supérieurs aux membres inférieurs. Il y a aussi, on doit réentraîner nos muscles, les muscles inspiratoires des malades BPCO. Pourquoi? Parce qu'il y a cette augmentation des pressions expiratoires en fin d'expiration et c'est ça qui va créer cette dyspnée au moment de l'inspiration. Donc, on doit essayer d'augmenter, de renforcer les muscles inspiratoires qui sont le diaphragme et les muscles intercostaux. Il y a des méthodes de gymnastique et assouplissement parce que aussi, parallèlement, il faudrait assurer la souplesse articulaire. Après, méthode de réentraînement, on doit associer aussi la kinésithérapie respiratoire, surtout quand il y a une hypersécrétion muqueuse, pour assurer le drainage des sécrétions bronchiques et assurer l'entretien de la mobilité diaphragmatique et costale, et aussi assurer le renforcement des muscles. Donc, diététique, on doit aussi donner des conseils concernant les habitudes diététiques du patient. Il faut acquérir de bonnes habitudes alimentaires qui permettent d'éviter la surconsommation d'oxygène, une diminution de la capacité respiratoire, un déséquilibre en sels minéraux et aussi éviter la prise de poids chez ces patients. La vaccination. Donc, ce que nous disposons chez nous, surtout la vaccination antigrippale, parfois, on peut compléter par l'utilisation de vaccins antipneumococciques que vous connaissez tous, le Prévénar 13, le Prévénar 23, et toujours, bien sûr, c'est-à-dire insister sur les rappels. L'autre moyen non pharmacologique de la prise en charge dans la BPCO, c'est l'oxygénothérapie longue durée ou bien OLD. Donc, on doit faire des gazométries chez les patients, chez tout patient avec un VMS inférieur ou égal à 50%, ou bien chez un patient qui a une saturation diurne inférieure ou égale à 92%. Et je pense que la majorité de nos malades qui viennent en consultation, c'est des malades qui présentent ces paramètres. Alors, c'est pour rechercher une insuffisance respiratoire chronique grave chez ces malades, qui est définie par la présence d'une PaO2 qui est égale ou inférieure à 55, ou bien, PaCO2, qui est inférieur ou égal à 55, ou bien entre 56 et 59, en présence de ce que vous connaissez tous, une polyglobulie, une hypertension artérielle, une HTAP, et des signes cliniques de CPC, et la présence de désaturation nocturne qui ne sont pas apnéiques. Et on peut aussi instaurer une OLD chez tout patient emphysémateux avec une PaO2 qui est supérieure à 55 mais qui est très dyspnéique. Donc, dans ces cas-là, c'est une oxygénothérapie de déambulation. La VNI. Donc, la VNI, bien sûr, on va l'instaurer après les données de la gazométrie. Donc, on va instaurer chez les malades hypercapniques. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la VNI chez ces malades hypercapniques, BPCO hypercapniques? D'abord, elle va réduire la compliance pulmonaire par la levée de micro-atélectasie. Elle va mettre au repos les muscles respiratoires par amélioration force et endurance diaphragmatique. Et elle va permettre une recalibration des centres respiratoires. Donc, la ventilation, pour instaurer la ventilation, il existe aussi plusieurs recommandations, mais ces recommandations sont souvent issues, c'est-à-dire elles sont issues des données de polygraphie ou bien de polysomnographie. Donc soit que cette VNI soit indiquée quand il y a échec de l'OLD,
d'accord, soit en présence de signes d'hypercapnie, selon la recommandation ACCP, qui sont céphalie matinale associée ou bien associée à une PaCO2 supérieure ou égale à 55, ou bien un PaCO2 en 50 et 54, avec désaturation nocturne, moins de 88% durant au moins 5 minutes consécutives chez les malades sous OLD pour un débit de 2 litres par minute. Et aussi, elle est indiquée selon les recommandations GOLD. La VNI est de plus en plus utilisée chez les patients avec BPCO sévère à l'état stable. La VNI est associée à une OLD dans un sous-groupe quand il n'y a pas de réponse. Et aussi, la PPC pourrait être utilisée quand il y a un SAOS associé. Et dans certains, actuellement, la VNI est indiquée après avoir réalisé une polysomnographie. Je conclus. D'accord. Alors, en conclusion, les patients souffrant de BPCO avec activité physique réduite ou ayant des symptômes non maîtrisés, malgré un traitement médical bien conduit, peuvent et doivent bénéficier d'une réhabilitation respiratoire. Les patients âgés ou souffrant du BPCO très sévère ne doivent pas être exclus des programmes de réhabilitation. La réhabilitation doit être multidisciplinaire et adaptée à chaque patient. Et elle permet en effet d'améliorer la dyspnée, la capacité à l'effort et l'activité globale du patient, mais également la qualité de vie des patients au travers d'une plus grande autonomie dans les activités de la vie quotidienne et d'une diminution de leur état dépressif ou d'anxiété. Aujourd'hui, les médecins peuvent, donc on n'a pas le droit maintenant de négliger cette étape de prise en charge de la BPCO, mais on constate quand même sur le terrain qu'elle reste, surtout, c'est pas par négligence, mais elle reste c'est un programme qui est quand même difficile à appliquer. Je vous remercie pour votre attention.